Eh bien, démarrons. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre Pitch Live. Je suis Mathieu Brissel, directeur général pour l'Europe de Pitch. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinar qui devient un format incontournable en ce moment, même si le déconfinement est presque terminé. On a choisi de pas attendre le mois de septembre et de pouvoir faire de nouveau des événements physiques. On a choisi d'organiser ce webinar sur la thématique de la télévision adressée maintenant, déjà parce qu'il y a une actualité forte autour du sujet, puis on pensait que c'est le bon moment pour permettre à la communauté de se réunir et de discuter d'un sujet d'intérêt pour tous. Alors, au menu aujourd'hui, comment va se passer la prochaine heure? On va déjà commencer par faire les présentations. Petit rappel de pourquoi on fait ce webinaire, pourquoi Pitch a choisi d'organiser cet événement. Je vais aussi vous présenter le panel qui va nous parler aujourd'hui. Merci à eux. Je suis vraiment ravi qu'ils aient répondu présent pour une intervention autour d'un sujet qui peut paraître un petit peu technique pour certains, mais qui en fait va concerner vraiment toute notre industrie, tout notre écosystème. Donc merci à nos panélistes d'avoir pris le temps et de prendre le temps de répondre à nos questions. Je vais vous donner une petite introduction à la télévision adressée, quelques concepts de base pour comprendre un petit peu ce que c'est de manière très simple. L'objectif, c'est pas de rentrer dans des schémas trop techniques, c'est pas d'avoir une approche trop technologique, mais vraiment de comprendre pourquoi la télévision adressée est lancée aujourd'hui en France et puis ce qu'on peut en tirer, comment ça va fonctionner, vraiment les concepts de base. Ensuite, on va avoir pendant à peu près 40 minutes une discussion avec notre panel, un panel qui est très représentatif de notre écosystème. On va avoir des personnes qui vont parler de chaque segment et qui vont pouvoir nous donner un peu leur vision, répondre à des questions qu'on se pose tous sur le lancement de la télévision adressée et qui va nous permettre de nous éclairer. Donc des gens qui sont à la fois des spécialistes, mais également des gens qui ont une vision plus marketing, plus élevée sur les contenus. Pour terminer, on aura une session de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un chat qui normalement s'affiche dans votre petite console à droite. Et vous avez Madi qui va s'assurer de la lecture de vos questions et qui va me les transmettre. Et ensuite, moi, je vais les poser à notre panel. Voilà. Tout ça, ça devrait nous amener jusqu'à midi. Si vous avez beaucoup de questions, on peut peut-être déborder un petit peu, mais prévoyez 1 heure. Alors, pourquoi ce live? C'est la première question. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'organiser ce live? C'est avant tout pour rendre plus simple la publicité vidéo. Le programmatique, le digital, la data, c'est quelque chose qui peut un petit peu effrayer. La publicité linéaire en France, c'est déjà très structuré. Chez Pitch, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille dans le monde de la publicité vidéo à rendre plus simple la livraison des campagnes. Ça fait une dizaine d'années qu'on est présent en France, qu'on travaille beaucoup sur la télévision linéaire avec les diffuseurs, les agences, les sociétés de production. On livre également des campagnes aujourd'hui sur tout l'écosystème digital, sur les walled gardens, sur les DSP, sur YouTube, Facebook, Instagram. Et ce qui est en train de se passer, c'est un petit peu la fusion des deux avec le lancement de la télévision adressée ou télévision segmentée en France. L'idée, c'est de rendre simple aujourd'hui la livraison de ces campagnes, c'est de rendre simple de pouvoir participer à des campagnes vidéo en télévision adressée. Et ce live aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre de comprendre comment ça fonctionne et puis plus tard, pourquoi pas, de lancer des campagnes vous-même sur ces nouveaux segments. Alors, qui va intervenir dans ce live? Comme je vous le disais en introduction, on a réussi à réunir un panel assez exceptionnel pour nous parler aujourd'hui. 5 personnes auxquelles je vais pouvoir poser des questions, qui ont gentiment accepté de se prêter à ce jeu. On a pour commencer Hortense Tomine Desmazures de M6 Publicité, c'est la directrice générale adjointe en charge du digital. Elle s'occupe du lancement de la télévision adressée. On a également avec nous Mohamed Mansouri, qui est directeur délégué de l'ARP, l'ARPP, qui est l'autorité d'autorégulation du secteur de la publicité
télévisée en France et qui va intervenir un petit peu pour comprendre les enjeux de cette autorégulation dans un monde de télévision adressée où les choses bougent beaucoup plus rapidement. Nous avons également Olivier de chez Mindshare, Olivier Roberdo. Alors Olivier, c'est un spécialiste de l'achat, que ce soit en télévision et en vidéo. Il fait partie du groupe M, WPP, et la télévision adressée, évidemment, apporte de nouvelles opportunités d'achat pour les agences médias. Il va nous en parler dans quelques instants. Mathieu Lacombe de chez Danone, qui a accepté également de nous parler, de nous rejoindre pour cette table ronde. Alors chez Danone, on a une stratégie d'achat média qui est extrêmement intéressante, qui est très ciblée. Et Mathieu va nous parler un petit peu de comment justement la télévision adressée peut se changer chez un annonceur comme Danone, les fonctions d'achat. Guy Chauvel également est parmi nous aujourd'hui, Guy Chauvel de chez WNP. Guy Chauvel est le fondateur et CEO de WNP. Avant ça, Guy a été exécutif vice-président de J. Walter Thompson et également CEO Europe d'Avas. Il va pouvoir nous apporter une vision beaucoup plus marketing et beaucoup plus création autour de la télévision segmentée. Donc merci beaucoup Guy de nous rejoindre également. Avant de leur laisser la parole, je vais commencer par vous donner quelques notions sur la télévision adressée. L'objectif ici, c'est pas de rentrer dans des détails trop techniques, mais c'est plus de vous donner vraiment les concepts de base pour que vous compreniez exactement de quoi on parle. Alors, télévision adressée, télévision convergée, télévision segmentée, télévision avancée, à votre avis, quelle différence? Eh bien, pour faire simple, il n'y en a pas. C'est des différentes façons d'appeler des choses qui sont globalement la même chose. On a choisi chez Pitch d'appeler télévision adressée. Pourquoi? Parce que en Europe et dans le monde, c'est plutôt ce nom-là qui est utilisé. En France, on va le voir après par rapport au projet de modification de décret, c'est le terme de télévision segmentée qui est utilisé, mais on va utiliser le thème le nom pardon de télévision adressée aujourd'hui, mais c'est la même chose qui s'applique si vous entendez parler des autres. Télévision convergée, c'est exactement la même chose. C'est la convergence entre d'un côté un monde qui est dit linéaire et de l'autre un monde qui est dit programmatique ou digital et qui convergent ensemble pour permettre d'apporter aux audiences à la fois la puissance d'un média qu'est la télévision, qui a un reach qui est très fort, qui a une présence qui est très forte, et la précision du digital grâce à la data et grâce aux informations qu'on peut avoir sur les audiences. Mais tout ça, ça va être la même chose, et pour simplifier notre discours, disons télévision adressée, convergée et segmentée seront la même chose. Alors, la télévision adressée, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout la possibilité d'adapter des publicités vues à la télévision en fonction des téléspectateurs. Et ça, c'est une vraie révolution, puisque avant, c'était pas possible, puisque vous aviez les mêmes publicités par chaîne en France qui étaient diffusées. C'est une situation qui est assez originale, il n'y a que en France où c'est comme ça, de par un décret qui a été voté en 92 et qui oblige en fait les diffuseurs à diffuser la même pub au même moment partout en France, sauf pour les reprises régionales de France 3. Alors pour ce faire, la télévision, la publicité segmentée va collecter des données personnelles et puis qui seront utilisées pour cibler les audiences et pour cibler les téléspectateurs. On va y revenir après. Comme dans le monde de la publicité en ligne, cette adaptation, ça passe par un mode d'achat, de vente et de livraison qui est dit programmatique. Donc si vous aviez zappé ce magnifique schéma de l'achat et de la vente en programmatique, puisque vous ne travaillez pas sur le digital, il va falloir que vous vous formiez à ça, puisque aujourd'hui, à la télé, ça va fonctionner un petit peu pareil. Comme on parle vraiment de convergence entre une télévision dite linéaire, où tout est programmé avant, à une télévision dite digitale, où on peut en temps réel choisir les publicités qui vont être vues par les audiences, et forcément, on passe par un mode d'achat, de vente et de livraison qui se fait à la demande en fonction de données, en fonction d'une offre et en fonction d'une demande. Donc, ce qu'on appelle la demand side et la supply side, avec le tout agrémenté d'un peu de data. Donc, pour simplifier, ça va être à peu près comme dans le digital.
Alors la télévision adressée, c'est pour quand? Très, très bonne question. Ça existe déjà dans de nombreux pays, la télévision adressée, notamment aux États-Unis. C'est drivé par Comcast et plusieurs opérateurs. Au Royaume-Uni, pour vous donner un chiffre, ça représente déjà entre 3 et 5 de la publicité télévisée. On entend aussi beaucoup parler de BVOD, Broadcast Video on Demand. En France, pour l'instant, c'était limité à ce qu'on appelle le replay. Quand vous voulez regarder un programme qui a déjà été diffusé, vous avez déjà des petites publicités qui sont adservées, qui sont visualisées avant de regarder votre replay. Mais ça se limite à ça en France. Alors que dans d'autres pays, c'est déjà beaucoup plus développé et on sait déjà que ça fonctionne plutôt bien auprès des audiences, auprès des annonceurs. En France, si c'est bloqué, ça avance tout pour des raisons législatives, puisque comme je vous l'indiquais, il y a un décret publié en 1992 qui interdit de segmenter la publicité en France. Ce qui va se passer, c'est avant tout un projet de modification de ce décret, donc le décret 92-280 du 27 mars 1992. Alors, certains d'entre vous étaient peut-être aux rencontres de l'UDECAM au mois de septembre, où on avait notre ministre de la Culture qui a pris parole. Toute l'industrie s'attendait déjà à une modification de ce décret et attendait qu'elle soit publiée. Donc ça, c'était au mois de septembre. On en parlait déjà beaucoup. Il y avait beaucoup d'attentes du marché. Au mois de mars, cette modification aurait dû avoir lieu. Évidemment, il y a eu le Covid, le confinement, tout a été décalé. Aujourd'hui, on parle plutôt du mois de juillet pour cette modification du décret. Au niveau technique, au niveau diffusion, au niveau opérateur, au niveau agence, il y a déjà des tests qui ont été effectués, notamment parce que on le fait déjà à l'étranger. C'est très compliqué à mettre en place puisque le rôle des opérateurs va aussi être beaucoup plus important, alors qu'avant, ils n'étaient pas forcément dans l'équation. Et on va avoir les premières campagnes live qui vont être diffusées au mois de septembre. Pas de manière massive, mais en tout cas en manière de test auprès de plusieurs chaînes. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et avec une publication du décret, en tout cas de la modification du décret qui va avoir lieu au mois de juillet. Alors, ça va ressembler à quoi en France, la télévision adressée? Ça va ressembler déjà à des publicités qui vont plus être les mêmes partout au même moment. Et ça, c'est une vraie révolution puisqu'on va pouvoir avoir une granularité des annonces qui va être beaucoup, beaucoup plus précise et qui vont permettre aux marketeurs, aux agences médias d'avoir un ciblage qui va se faire en fonction de segments d'audience, de personnes, ou en tout cas de foyers, et plus forcément uniquement par rapport à des chaînes. Et donc ça va quand même renforcer la puissance du média télévisé. Très concrètement, elles vont être adservées. C'est le schéma qu'on a vu avant d'achat et de vente programmatique. Et elles vont nécessiter, en France en tout cas, principalement soit d'avoir une box Internet ou alors une TV connectée. Alors en France, le marché français, il a ça de très spécifique que la majorité des audiences regardent la télévision à travers des box qui sont elles-mêmes connectées en fibre optique pour la plupart, box qui sont livrées par Orange, par SFR, par Bouygues ou par Free, qui permettent d'accéder à une multitude de chaînes et à des services en OTT également. Mais vous pouvez également regarder la télévision adressée sur vos TV connectées. Aujourd'hui, la plupart des télés en Europe utilisent le même format, un format pour lequel l'ensemble des diffuseurs se sont mis d'accord, pour faire simple. Et aujourd'hui, vous avez des applications sur vos TV qui vous permettent d'accéder aux chaînes et à des programmes. En fonction des marchés en Europe, il y a soit des audiences qui vont regarder plutôt à travers leur télé et d'autres plutôt sur les box. En France, clairement, on va vers un schéma avec beaucoup plus de visualisation par les box. Point important, pour pouvoir servir, puisqu'on dit servir une publicité à un téléspectateur de manière adressée ou segmentée, il faut qu'il soit d'accord. Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu et d'arbitrage, notamment avec la CNIL, en lien avec le RGPD également. Et donc, il faut être d'accord pour pouvoir recevoir ces publicités, ce qui pose une question de consentement de l'audience, qui est un des points clés qui est discuté en ce moment.
Télévision adressée, mais alors quelles limitations? Parce qu'il va y en avoir. Attention, petit disclaimer, c'est extrêmement important, et on en a beaucoup parlé pendant la préparation, c'est que les discussions continuent et que les curseurs peuvent bouger. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire exactement quels vont être les arbitrages finaux, puisqu'ils sont en cours de finalisation au sein du gouvernement qui consulte les différentes parties prenantes, et donc les curseurs peuvent bouger. Par contre, on sait déjà quelques points, même si ça peut bouger encore à la marge. On sait déjà qu'il va y avoir une limitation dans la durée. Vous n'allez pas pouvoir avoir uniquement de la télévision adressée sur les chaînes nationales. Ça devrait être a priori limité à 2 minutes par heure en moyenne journalière et à pas plus de 6 minutes par plage horaire. Il devrait y avoir également une absence d'identification locale d'un annonceur, ce qui pour permettre toujours de protéger certains canaux publicitaires aujourd'hui, ce qui peut impacter également certains segments comme la distribution. Ça va être interdit pendant les programmes de jeunesse, donc on ne va pas pouvoir retargeter, cibler des personnes de moins de 18 ans, et il va y avoir un point d'impact au bout de 18 mois pour pouvoir voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné et l'impact sur le marché. Donc tout ça pour dire qu'en France, et évidemment l'avis de la CNIL qui est extrêmement important, il y a des discussions avec eux, notamment est-ce qu'une télécommande devient un device qui permet d'obtenir le consentement de l'audience ou pas. Et l'avis de la CNIL est extrêmement important. Nous sommes en France, les choses bougent à leur rythme et les choses peuvent encore bouger par rapport à la télévision adressée. Donc encore une fois, on ne peut pas vous donner aujourd'hui dans ce webinaire de choses gravées dans le marbre puisque ça peut encore une fois évoluer dans les prochaines semaines. Voilà, j'ai terminé pour mon introduction. J'ai un petit peu débordé. Maintenant, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses à notre panel. Et pour commencer, je voudrais poser une question à Hortense de chez M6. Comme on l'a vu, la télévision adressée, c'est une vraie nouveauté. C'est une vraie nouveauté pour les diffuseurs, une vraie nouveauté également pour les téléspectateurs qui vont pouvoir changer leur façon de consommer de la publicité. Hortense, est-ce que tu peux nous dire pour M6, quels sont les enjeux, quelles sont les possibilités et ce que tu attends pour les prochaines semaines et mois? Alors, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Donc, en effet, chez M6, évidemment, on perçoit l'arrivée de la télévision segmentée comme un enjeu stratégique et une opportunité de moderniser la télé. Et M6 a d'ailleurs été assez précurseur dans ce domaine, puisqu'on a réalisé déjà différents tests de substitution dans l'univers des télévisions connectées en 2017 puis en 2019. Donc, les bénéfices de cette télévision segmentée, ils vont d'abord être, et c'est le plus important, pour les téléspectateurs, qui pourront finalement recevoir une publicité plus pertinente, plus concernante, puisque mieux adaptée à leur centre d'intérêt et donc sans doute mieux acceptée. Ensuite, évidemment, il s'agit d'une opportunité pour les chaînes de télévision, puisque l'arrivée de la télévision segmentée devrait représenter un incrément de business pour nous, en nous permettant d'aller recruter des petits annonceurs qui étaient jusqu'à aujourd'hui interdits de pub télé faute de budget suffisant, par exemple. Et puis l'autorisation de la télévision segmentée nous permet finalement de jouer un petit peu à armes égales avec les GAFA en digital, en ouvrant de nouvelles capacités de ciblage de la pub télé avec des données déterministes, ce qui est nouveau pour la télévision. Et ça permet de moderniser une réglementation qui était devenue obsolète, puisqu'il faut le rappeler, l'interdiction, comme tu l'as dit, de la télévision segmentée repose sur un décret qui date de 92. Et en 92, le marché d'Internet, comme on le connaît aujourd'hui, n'existait même pas. Donc ça, c'est pour les chaînes. Et puis, évidemment, pour les marques, les marques, elles vont pouvoir allier la puissance de la télévision, son contexte sécurisé et qualitatif, à la personnalisation, à la précision qu'offre le digital. Et ça va permettre finalement de renforcer l'efficacité de leur communication. Donc, vous voyez à l'écran les différents cas d'usage qui seront possibles pour les annonceurs. Alors, je ne vais pas tous les passer en détail, mais ce qu'il faut retenir finalement, c'est que l'enjeu pour les marques, ce sera de mettre toutes les datas qui seront à leur disposition au service de la créativité. Et ça ouvre un champ des possibles assez infini et de belles opportunités pour les annonceurs. Je pense d'ailleurs que Guy pourra évidemment nous en parler. Alors, on a vu en introduction qu'il y avait déjà des tests qui avaient été faits, qu'il y a beaucoup de
plus de complexité ou en tout cas d'interlocuteurs qu'avant, puisque le rôle des opérateurs va aussi être important en termes de timing et de planning. Qu'est-ce que vous attendez chez M6? Alors déjà, on a fait pas mal de tests avec les opérateurs, sur ce premier semestre, 2020, donc des tests vraiment à petite échelle. Donc comme tu l'as dit, le décret, devrait être publié en juillet prochain pour une mise en application, immédiate. Et ensuite le timing, bon, qui est encore, à affiner et à définir, c'est un MVP, donc un minimum viable product qui, a été défini entre les chaînes et les opérateurs. Ce MVP, il est prévu entre fin 2020, début 2021. Il devrait être testé pendant une période à peu près de 6 mois et dans un cadre assez restreint. Ça signifie quoi? C'est qu'on a défini certaines contraintes dans le cadre de ces MVP. Donc, par exemple, un seul spot par écran, pas de prime, une limitation à certains formats. Et c'est finalement qu'à l'issue de ce protocole que les chaînes pourront proposer une offre aboutie télévision segmentée, donc plutôt courant S2 2021. Et en termes de marché, de taille de marché, ce qu'il faut vraiment rappeler, et c'est important, c'est que c'est un marché qui va se construire de façon très progressive, puisqu'on a de gros défis technologiques à surmonter. Et au lancement, donc fin 2020, début 2021, tous les foyers ne seront pas adressables, puisque la publicité segmentée nécessite d'abord l'utilisation d'un équipement récent, c'est-à-dire un décodeur ADSL récent ou une norme HbbTV récente, plus, tu l'as dit tout à l'heure, la nécessité d'avoir obtenu le consentement du foyer. Et on estime qu'au lancement, on aura à peu près uniquement un foyer sur 4 qui sera adressable. Donc, c'est encore très limité. Donc, la télévision segmentée, évidemment, si elle ouvre de formidables opportunités pour le média télé, il ne va pas radicalement bouleverser l'écosystème publicitaire, l'écosystème TV au démarrage. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que la télévision segmentée ne doit pas remettre en question le bénéfice principal de la télé, qui est aujourd'hui sa capacité unique à toucher un nombre très important de téléspectateurs de façon instantanée. Donc un reach important de la télévision qui est quand même, le point numéro un. Une montée en puissance qui va être progressive, sur la fin de l'année, surtout sur l'année prochaine. Heu, Mohamed, à la RPP, vous vous préparez, à cette montée en puissance de la télévision adressée. Heu, Historiquement, en France, on a un marché qui est un marché audiovisuel, de la publicité audiovisuelle qui est autorégulé, ce qui est une force, puisque le marché se réunit pour assurer lui-même sa régulation. Hortense nous a dit que la télévision, segmentée, adressée, allait monter en puissance progressivement, en fin d'année et l'année prochaine, et puis qu'on va avoir une multitude de nouveaux annonceurs, des gens qui viennent pas forcément du monde de la télévision linéaire, qui n'ont pas forcément l'habitude des process en place. Alors, comment est-ce que vous anticipez le changement ou l'évolution de cette autorégulation à la RPP avec la télévision adressée? Bonjour Mathieu, bonjour à tous. D'abord, je suis extrêmement honoré d'être ici pour discuter avec vous tous aux côtés des autres panélistes, pour la plupart d'ailleurs adhérents de l'ARP, sur la publicité TV segmentée, comme tu l'as dit, dont l'autorisation est imminente. Alors, juste un petit mot sur la faculté d'adaptation du système d'autorégulation. Effectivement, depuis le système des habits TV existe depuis maintenant 92 et a toujours su s'adapter aux évolutions et depuis quelques années à la transformation digitale que connaît l'industrie publicitaire télévisée. Notamment, je cite quelques initiatives comme le Pub ID, qui est ce système d'identification unique des films publicitaires en France, son extension au service de médias audiovisuels à la demande, donc à la VOD au replay depuis 2011, la mise en place de services premium pour pouvoir répondre dans l'heure aux demandeurs d'avis, des API qui sont de plus en plus intégrés par l'écosystème, par des systèmes tiers, qu'ils soient régie publicitaire télévisée ou système de livraison dématérialisé comme Pitch, Whatstream ou encore très récemment le système de MyDiff TV de EDI Pub et du SNPTV qui vise à normaliser les instructions de diffusion et certainement très prochainement l'intégration du Pub ID dans la norme VAST 4.2 et d'autres adaptations qu'on est en train d'étudier, notamment avec le machine learning. Donc oui, c'est un système très évolutif parce qu'il est porté par la profession et il est rendu possible grâce à l'industrie publicitaire télévisée qui nous a permis de réaliser les investissements nécessaires au développement et au maintien du système, les interfaces, les API.
Donc, il sera également rendu profitable aux acteurs du numérique dès lors qu'il sera aussi supporté par eux-mêmes. Donc, pour répondre à ta question, l'autorégulation avec la publicité adressée évoluera dans la mesure où le système aussi englobera de nouveaux acteurs, on l'a vu tout à l'heure, quels qu'ils soient, de toute la chaîne de valeur qui étaient jusqu'alors concernés exclusivement par le digital. Sans rentrer dans des notions trop techniques, est-ce que tu t'attends à des changements fondamentaux dans la façon dont les annonceurs vont devoir soumettre leur publicité? Est-ce qu'en regardant un petit peu ce qui se fait à l'étranger, tu penses qu'il va y avoir des changements radicaux? Comment vous anticipez l'avenir à ce niveau-là? Alors, on a un groupe de travail qui regroupe toute l'industrie et on regarde aussi ce qui se passe chez nos homologues, notamment au UK, chez Clearcast, et des informations dont on dispose, donc que ce soit les régies publicitaires télévisées, mais aussi les agences et leurs représentants et les marques aussi, on anticipe, on voit deux pistes. Une à court terme, qui est le film adressé finalisé, segmenté, donc qui sera adapté au niveau géolocalisation ou selon d'autres données comme la météo, et aussi au niveau data, par exemple les foyers familiaux, les foyers non familiaux. Là, le film est finalisé. Ça, ce sont des choses qu'on gère déjà. On est capable de gérer une multiplicité de versions pour une même campagne. On peut recevoir jusqu'à 50 versions pour une même campagne avec juste une variation de numéro de téléphone. Et c'est des choses qu'on peut traiter avec réactivité parce qu'on a le service premium qui nous permet de les traiter dans l'heure. Donc ça, c'est la première piste qu'on étudie, comment identifier, comment permettre l'identification de ces campagnes avec un pub ID ad hoc, sans pour autant changer la structure du pub ID, parce qu'il y a beaucoup de systèmes tiers qui l'intègrent. Et la deuxième piste, qui est plutôt un moyen long terme, là pour le coup on touche à la créa, on est plus proche du DCO avec une combinaison de plusieurs séquences. Et là, l'idée c'est de voir avec le marché comment faire les choses le plus simplement possible, accompagner le marché, c'est vraiment notre objectif, sans le contraindre, avec plusieurs pistes, comme par exemple la possibilité de soumettre un bout à bout des différentes séquences, sachant que les niveaux de criticité varient selon le degré et la variabilité de ces séquences. Il est sûr qu'une simple variation d'un numéro de téléphone est moins critique qu'un changement de slogan ou de mention légale ou de scène. Là, pour le coup, il pourrait avoir un risque de non-conformité, et le diffuseur, qui est très attaché à sa sécurité, comme tous les autres acteurs de la chaîne de valeur, et de la protection de ses audiences et sa responsabilité, voudront s'assurer de la conformité. Donc voilà les deux pistes qu'on envisage à date, au moins ces deux pistes-là, et l'adaptation des systèmes au regard de ces pistes. Ok. Merci Mohamed, c'est très clair. On est prêt en tout cas à ce niveau-là. Maintenant, ma prochaine question serait plutôt à Olivier. Chez Mindshare, on vient d'entendre Mohamed qui nous expliquait qu'il peut y avoir potentiellement, en tout cas, pas de problème pour gérer jusqu'à 50 versions différentes de publicité. Pour une agence média, le fait de pouvoir cibler beaucoup plus précisément des audiences sur un médium aussi puissant que la télévision, on s'attend à une augmentation des dépenses publicitaires. On s'augmente, en tout cas, un nouveau marché s'ouvre. Alors, il y a plusieurs estimations quand on lit les différentes intervenants. Ça va de 90 millions à 120, 220 millions d'euros de dépenses supplémentaires en achat d'espace télé. Chez Mindshare, Olivier, quel est ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que tu anticipes un développement de ces dépenses à la télévision? Comment vous voyez et quelles sont vos estimations chez WPP? Alors, bonjour à Mathieu et bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, concernant l'incrémental de revenus qu'un marché comme la télé adressée peut générer, on avait déjà fait, évidemment, sur le sujet de la télé adressée sur la table depuis un certain nombre de mois maintenant. On avait déjà fait des estimations qui se situaient plutôt dans la fourchette haute de l'ordre de 200 millions d'euros d'incrémental. Alors, ces 200 euros, il faut savoir, pour avoir un référent, que le marché de la télé en moyenne, c'est à peu près 3 milliards 3 milliards par an. Donc, ces 200 millions ramenés à ça, ça fait du 6-7%. Après, c'est vrai qu'il y a la crise du Covid qui est passée par là, donc forcément, le marché télé va baisser en moyenne annuelle. Tous les grands groupes, une sorte de consensus pour tabler sur un marché en recul de l'ordre de 15%. Donc, il risque d'avoir une baisse de ces estimations, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est
on sera dans la fourchette haute à partir du moment où la télé adressée va faire preuve d'efficacité auprès des annonceurs. Qu'est-ce qui va drainer du business? C'est les annonceurs qui ont l'argent et qui vont forcément aller vers ce système-là à partir du moment où il est efficace. Qu'est-ce qui va le rendre efficace? C'est déjà s'il se fait, et c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps avec les FAI, s'il se fait sans couture, parce que ça c'est important, que le téléspectateur qui est devant son écran de 52 pouces dans son salon, il voit la publicité adressée de manière complètement fluide et transparente. Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé jusqu'ici, qui est au-delà de la capacité de ciblage, qui est la qualité de l'exposition publicitaire. Parce que quand vous avez une publicité en full screen pendant vos 20 secondes, 30 secondes, donc avec une complétion complète, bah, ça aussi, ça va générer une meilleure mémorisation et une plus grande efficacité. Donc, on risque de se retrouver avec un incrémental d'investissement plutôt dans la fourchette haute. Après, les grands groupes audiovisuels, forcément, face à la baisse du marché, peuvent être tentés de revoir à la baisse tout ce qui est investissement dans de l'innovation, la télé adressée et de l'innovation. Comme c'est de l'incrémental, on espère pour nos annonceurs que ce ne sera pas le cas. Pour citer un exemple, on parlait tout à l'heure de l'intérêt de la télé adressée pour des petites marques, mais ce n'est pas forcément que pour des petites marques. Si je prends l'exemple de McLaren, le constructeur de voitures, qui a fait un test au UK, ça permet à des marques comme celle-là, très prestigieuses, d'aller faire de l'hyper-ciblage. Là, c'était sur des foyers à très haut revenu, où il y a la capacité de data, de données, qui permet de répondre à cette problématique. Alors justement, pour faire de la qualité, il faut avoir accès à une data qui soit également assez large, la télévision étant un média de masse. On a vu en intro qu'on s'attend quand même à certaines limitations en France, en tout cas au début, puis après avec un système de review au bout de 18 mois. Comment vous anticipez ces limitations chez Mindshare pour le marché français, et comment tu compares ça avec d'autres marchés sur lesquels vous êtes déjà développé? Bah, ça sera ni plus ni moins qu'en fonction de la législation, donc dans la capacité de repiquage avec est-ce qu'on peut mettre une adresse précise en bas du spot ou pas. C'est vrai que dans un premier temps, ça va permettre à beaucoup d'annonceurs du retail, de la distrib, que ce soit la distribution généraliste ou de la distribution spécialisée, parce que c'est une problématique de géolocalisation qui va être utilisée dans un premier temps, bah, d'avoir des campagnes plus efficaces. Après, il va y avoir d'autres annonceurs qui sont dans une étude très comportementale ou qui font du precision marketing. Il y en a beaucoup, et je crois que c'est le cas d'un des futurs intervenants, bah, d'aller sur des émissions. Parce qu'il faut se rendre compte que si on parle beaucoup de digital dans le cadre de la télé adressée, pour le téléspectateur lambda, c'est de la télé. C'est le même device qui va utiliser et qui va servir de médias pour diffuser cette annonce-là. Merci Olivier. Justement, un impact important en termes d'achat, de dépenses attendues, mais également un impact extrêmement important en termes de création. Mohamed nous a parlé de quelque chose qu'on appelle la DCO, le Dynamic Content Optimization, quelque chose qu'on fait déjà très bien en digital, mais qui est inconnu à la télévision. Ma prochaine question ira donc à Guy Chauvel de chez WNP. Guy, vous avez pu voir l'évolution des différents médias au cours de ces dernières années, avec la montée en puissance du digital, la baisse des médias dits linéaires. Aujourd'hui, grâce à la télévision adressée, on a l'opportunité de pouvoir contrôler ce que les audiences vont voir, de pouvoir diffuser des pubs qui vont être beaucoup plus précises en termes d'audience, puis également carrément de faire de la publicité presque originale en temps réel à travers toute cette donnée, ce qu'on appelle la DCO. Alors, comment vous anticipez justement cette télévision adressée? Quel impact vous pensez qu'elle va avoir sur la création? Est-ce que vous pensez que c'est un vrai mouvement de fond? Bah, je pense que l'évolution du marketing, d'une façon générale, depuis le mass marketing à un marketing plus précis, ça fait 10-15 ans qu'il existe et on y est confronté depuis 10-15 ans. Donc, si je prends ce qui vient d'être dit tout d'abord sur la géolocalisation,
c'est pas vraiment un gros changement en termes de création, parce qu'il suffit de rajouter une adresse, etc. Donc, c'est pas ça qui va fondamentalement changer les choses. Si maintenant je me réfère à ce que nous faisons en digital, ce que permet donc le digital et la technologie, c'est de déterminer des segments de population de façon assez fine, à partir de critères de data comportementaux ou autres, et qui nous permettent, parce que l'achat digital permet de coller à ces segments, d'adresser des contenus spécifiques à ces segments. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on gagne beaucoup en pertinence. On gagne beaucoup en pertinence en termes d'insight, en termes d'idées et en termes d'exécution. Donc ça peut aller assez loin et ça multiplie le nombre de contenus qui sont réalisés, produits et mis en face de ces segments. Alors, je ne pense pas que ce sera le cas dans les 18 premiers mois en ce qui concerne les critères qui seront autorisés en France. Maintenant, je vais vous donner peut-être un exemple qui va vous donner une idée de ce que ça peut faire. Je vais vous prendre un cas américain, tout simplement, pour changer. Oilofolaze, qui est donc une marque de cosmétiques connue ici, qui aux États-Unis avait une problématique qui était très classique dans sa façon d'investir, c'était 80% en télé, comme beaucoup de marques propriétaires, rien d'autre. Grâce à un changement dans la façon de faire leurs études, ils se sont rendus compte, grâce aux data analytics, qu'il y avait des proportions de plus en plus importantes de la population qui considérait que pour qu'un produit cosmétique soit efficace, il fallait qu'il soit adapté au vieillissement de la peau. Chose dont ils ne s'étaient jamais rendu compte au préalable. Donc, à partir de là, ils ont commencé à déterminer des segments de population qui étaient plus sensibles à ce sujet, pas seulement d'ailleurs des populations segmentées par âge, mais d'autres critères. Et ça a eu aussi un impact sur la création. Parce que plutôt que de faire un film classique télé, ils ont eu une idée qui était de faire de la pub segmentée, donc pour demander aux gens d'envoyer un selfie à Oilofolaze de leur peau en leur disant si vous nous envoyez un selfie de votre peau grâce à un petit logiciel d'intelligence artificielle, on va vous dire dans quelle catégorie vous êtes. Donc ils ont déterminé 8 catégories. Donc déjà, là, ils récoltent des bases de données, ce qui permet après de faire de la communication one-to-one, mais en plus, ça leur a permis de rentrer en relation de façon beaucoup plus précise avec les gens. Ils ont créé 8 segments de population et à chaque segment de population, lorsqu'ils ont communiqué par la suite, ils avaient des contenus adaptés. Alors, le premier type de message qu'ils envoyaient, vous êtes dans telle catégorie, donc, les produits de la gamme qui correspondent à la catégorie de vieillissement de votre peau, c'est cela. Alors, ils ont également fait de la pub sur les réseaux sociaux en incitant les gens à aller sur le groupe Oilofolaze de manière à parler aux gens qui avaient déjà utilisé les produits Oilofolaze nous sélectionnés de façon à les rassurer. Ils ont même été encore plus loin, ils ont été s'adresser à des gens en disant qu'ils pouvaient contacter à travers un chatbot des dermatologues. Donc là, on est dans quelque chose de très, très précis. Donc, la multiplication des contenus produits en achat digital a été phénoménale. Ils ont investi moitié moins qu'en télé classique et ils nous disent qu'ils ont fait 30% de volume cette année-là. Donc, ça change non seulement la multiplication des contenus faits en fonction de chaque segment, ça change la nature des idées et ça change aussi la possibilité de mélanger plein de médias différents de manière à aller à l'hyperciblage ou même à du one-to-one une fois que vous avez récolté des adresses. Donc ça, c'est des choses en termes de création qui ne seront pas possibles tout de suite, mais qui sont potentiellement quelque chose qui devrait être intéressant, d'autant plus qu'avec le reach de la télé adressée, ça permettrait des opérations hyper puissantes. Alors, il y a un bémol aussi aux contenus digitaux. Des erreurs ont été commises. Vous avez peut-être noté qu'il y a 2 ans,
Procter et Unilever au niveau mondial et notamment américain ont diminué de façon importante leurs investissements digitaux. Pour Procter, on parle d'1 milliard sur 10 milliards, donc c'est significatif. Il y a un certain nombre de raisons à cela, dont certains seront évoqués plus tard, mais il y en a un qui est lié à la création. Alors, je vais vous donner aussi un chiffre. Il y a des tranches de population aux États-Unis, les moins de 35 ans, dans lesquelles la progression des ad blockers est de l'ordre de 40%. Et ces gens-là, quand on leur demande pourquoi ils ont un ad blocker, ils disent deux choses. Les publicités qu'on m'envoie, la catégorie de produits ne m'intéresse pas, et les publicités en tant que telles ne sont pas intéressantes. Donc, dans la multiplication des contenus qui ont été faits dans le digital, on a été plus vite, moins cher, et Procter dit on a perdu en qualité de création, en qualité d'implication, on dit engagement aujourd'hui, et en qualité de storytelling, de telle sorte que la capacité à modifier la perception d'une marque ou la capacité à influencer le comportement est beaucoup moins efficace que lorsqu'on faisait des pubs télé classiques dans lesquelles on prenait plus de temps. Donc attention aussi, la multiplication des contenus peut avoir un impact négatif sur la qualité intrinsèque de la création. Merci Guy, et c'est une transition parfaite pour ma question à Mathieu Lacombe de chez Danone. Là, Guy vient de nous présenter un cas qui est le cas d'Oil of Olaz avec la micro-segmentation de 8 audiences différentes aux États-Unis et l'utilisation de la télé segmentée en conjonction d'autres médiums digitaux. Alors pendant la préparation, on a discuté un petit peu de la stratégie de Danone et notamment du micro-ciblage de tribus. Alors est-ce que justement cette télévision adressée, ça peut être une solution pour Danone? Merci Mathieu et bonjour à tous. Effectivement, bonne transition avec ce que vient d'exposer Guy sur le précision marketing, qui est effectivement notre stratégie chez Danone. Alors, pour le coup, je parlerai pas pour ma part de micro-ciblage parce qu'on le voit, en tout cas chez nous, on le voit pas comme ça. Ce qu'on appelle nous les tribus, et effectivement, on avait discuté de ça ensemble, Mathieu, en préparant le webinaire. Ce sont vraiment des individus donc, qui se retrouvent sur des raisons d'acheter, des raisons d'acheter sur nos produits qui peuvent être ultra diverses et pas uniques comme on pouvait en tout cas nous plutôt le penser dans les années passées. Mais voilà, elles sont assez diverses et donc ces individus se retrouvent autour de raisons d'acheter qui sont différentes ou de passion points qui peuvent être différents. Ce qui fait que du coup, publicitairement parlant, en exécution créative, nous on va prendre le temps d'avoir un storytelling qui soit clair pour chacune de ces tribus-là. Et ensuite, bien sûr, on va choisir les bons canaux pour aller chercher ces audiences. Et du coup, la télé adressée est pour nous la suite logique de tout ce qu'on a pu amorcer, en tout cas sur le digital ou comme on commence à le faire aussi en DOH, en affichage digital, de plus en plus. Donc ça va être une façon pour nous de continuer à être précis dans la manière d'investir nos moyens publicitaires et dans la manière de faire du marketing. On ne réinvente pas la roue, on dit juste qu'on va être précis dans la manière de faire. Là où avant, voilà, en ayant des logiques un peu plus larges, on pouvait parfois taper à côté. Voilà, quand on parlait de produits végétaux sur des personnes, en tout cas au début qui sont moins concernées, voilà, en ayant une audience très large, c'est peut-être pas en tout cas au début l'approche la meilleure. Donc voilà, l'idée c'est de se recentrer sur les individus et d'être précis dans la manière de faire du marketing. Donc la télé adressée est pour nous la suite logique, elle va nous y aider pour sûr. Est-ce que vous voyez à terme, hein, peut-être pas à court terme, mais à terme, une évolution de votre mix média, de vos investissements grâce à ce nouveau médium? Oui, il va y avoir, pour sûr, il y aura une évolution. Aujourd'hui, c'est vrai que le digital est le média qui nous permet d'avoir le plus de finesse pour aller chercher ces tribus, ces individus qui sont multiples sur une marque. Demain, la télé pourra nous permettre aussi de le faire. Donc, on va opérer probablement sur chacune de nos marques qui ont chacune un mix média différent, une bascule, que ce soit des investissements sur la télé linéaire qu'on pouvait avoir ou
des autres leviers du mix, et notamment la partie digitale. Voilà, aujourd'hui, encore une fois, on fait avec la technologie et ce qu'est le marché, le paysage d'aujourd'hui. Et on attend beaucoup aussi des régies publicitaires, plutôt sur la partie justement audio et visuel, surtout visuel, comme le représente Hortense aujourd'hui avec le groupe M6, pour nous aider aussi à avoir d'autres réflexions sur la manière de faire du reach et du mass aussi, parce que ça nous intéresse. Encore une fois, pas que c'est logique notre ciblage. Et du coup, comment on réinvente aussi cette approche de couverture sur les différentes cibles qu'on souhaite aller adresser, sur les différents touchpoints. Et la téléadressée va nous permettre aussi d'y arriver. Donc voilà, on attend à ce que le modèle un peu qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, qui était concentré sur la télé linéaire, évolue sur quelque chose de beaucoup plus large, avec des régies publicitaires qui en plus ont des divers canaux à leur disposition au sein de la régie. D'accord. Peut-être une petite question à Guy Chauvel, alors justement par rapport à ça. Guy, vous avez vu la montée en puissance de quelques acteurs du digital ces dernières années, avec aujourd'hui une prédominance de certains, les fameux GAFA, qui dominent un marketing de précision. Est-ce que vous pensez, la suite à ce qu'a dit Mathieu et nos différents interlocuteurs, qu'on pourrait assister à une sorte de rééquilibrage? Est-ce que M6 ou les autres diffuseurs qui attendent en tout cas de pouvoir voir une augmentation de leurs dépenses grâce à du marketing de précision, ça va se concrétiser? Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, tout d'abord, bon, les GAFA sont globaux, les marchés télévisés sont nationaux. Donc, ça se fera pays par pays. Maintenant, l'achat d'espace digital via les GAFA a aussi ses problèmes. Moi, j'ai un de mes anciens clients chez WPP qui expliquait il y a 2 ans que sur 5 $ investis en pub digital, il n'y en avait que 2 qui atteignaient le consommateur. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait de la fraude. On estime la fraude à 20 milliards de dollars au niveau mondial. Il y a l'opacité de la chaîne d'achat, il y a des robots, il y a la qualité de l'environnement, vous ne savez pas toujours où votre pub va atterrir, il y a les adblockers qui se développent. Donc, si la télé adressée permet un meilleur contrôle, un meilleur suivi des investissements, c'est clair qu'elle deviendra un concurrent sérieux, en plus du reach qu'elle apporte aux GAFA, mais ça se fera pays par pays. Mais il n'y a pas de ma part je dirais, d'intouchabilité, si je peux employer ce terme, des GAFA par rapport à l'émergence de la télé. Au contraire, ils font des progrès actuellement sur tous ces sujets, mais ils ne sont pas encore optimaux. Hortense, justement, par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des prérequis spécifiques pour faire de la télévision adressée chez M6? Est-ce qu'on peut avoir des annonceurs de toute taille qui peuvent arriver pour justement profiter de cette nouvelle manière d'acheter? Et est-ce que concrètement, justement, vous êtes prêt à bénéficier de ces reports de dépenses potentielles? Alors, au niveau des prérequis, enfin, en tout cas, si on veut que ce marché s'installe et si on veut que ça fonctionne, déjà Olivier en a un petit peu parlé, mais il y a un prérequis qui est indispensable pour nous en tant que chaîne de télévision, c'est de conserver le niveau de qualité du média télé. Ça, c'est un gros chantier technologique puisqu'il faut doter les box de la capacité de basculer d'un flux linéaire vers un flux digital. Et ça, de façon la plus seamless possible, c'est-à-dire à la seconde près, à la frame près, et donc sans dégrader l'expérience publicitaire. Donc ça, c'est des discussions évidemment qu'on a avec nos partenaires, hein, les opérateurs, pour que tout ça se fasse évidemment le plus qualitativement possible. Ensuite, si on veut que ce marché fonctionne, il faut se mettre aussi un petit peu à la place des acheteurs en agence média et proposer des modes d'achat qui soient le plus simplifiés et le plus unifiés possible pour ne pas complexifier l'achat télé qui est déjà assez technique aujourd'hui. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par des plateformes d'achat automatisées à terme. Ça passe aussi par une uniformisation des types de ciblage. Et puis, l'autre prérequis, c'est de pouvoir évidemment rapidement proposer aux annonceurs des outils d'analyse et de mesure de la performance de leur campagne, ce que savent justement très bien faire les GAFA,
avec des standards communs. Donc Olivier en a parlé, a parlé de preuves d'efficacité, et évidemment, c'est primordial si on veut que ça décolle. Et après, en termes de taille d'annonceurs, aujourd'hui, voilà, on a un champ des possibles qui est assez large, donc on est prêt à accueillir tous les types d'annonceurs. Alors évidemment, il y a quand même un ticket minimum, puisque on en a parlé, ça nécessite quand même une création publicitaire qui soit qualitative. Donc tous les petits annonceurs ne sont pas forcément éligibles, parce qu'il faut quand même dépenser pour avoir un spot publicitaire. Donc on parle souvent du petit commerçant du coin. Voilà, est-ce qu'il aura les moyens aussi de se payer un spot de pub? Donc ça, c'est à voir. Mais hormis cette contrainte, aujourd'hui, il n'y a pas de limitation, en tout cas, aux typologies d'annonceurs qu'on peut accueillir en télévision segmentée. Merci, merci Hortense. L'heure tourne. Si vous avez des questions que vous souhaitez poser à nos panélistes, vous avez le chat en bas à droite de votre écran et vous pouvez les poser. Donc on va prendre les premières questions pour nos panélistes. Alors, première question, question de Gilles. Le projet de décret est-il stabilisé ou est-il accessible dans sa dernière version? Faudra-t-il attendre le vote de la loi en discussion? Mohamed, peut-être que tu peux répondre à cette question. On en est où alors par rapport à ça? Oui, alors il est évolutif, ce décret. Je pense qu'il est plus prudent d'attendre son adoption, donc a priori, comme tu l'as dit, courant fin juillet, plutôt vers la fin juillet. Dans sa dernière version, il aurait effectivement évolué sur certains points, peut-être, on ne le sait pas encore, peut-être vers plus de souplesse. Mais là, la prudence est plutôt de rigueur et mieux vaut attendre son adoption et son entrée en vigueur qui sera immédiate. Merci Mohamed. Donc attendons un petit peu avant d'avoir une décision définitive. Question de Franck David. L'absence d'identification locale d'un annonceur prévaut-elle uniquement pour les chaînes nationales ou concernera-t-elle également les chaînes locales? Olivier ou Hortense, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Alors, si j'ai bien compris la question, en fait, tout va dépendre de ce qui va être dans le décret. Parce que bien évidemment, nous, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire au profit de nos annonceurs. C'est vrai que s'il y a possibilité de faire du repiquage avec mentionner une adresse ou ce genre de choses, il y a plein d'annonceurs qui sont intéressés. Je pense à des concessionnaires automobiles ou de ce type de segment. Après, si c'est pas possible, ce sera dans la distribution des contacts en eux-mêmes que se fera la géolocalisation sans possibilité de repiquage. Mais ça va être tout est lié à ce que la loi va permettre de faire, à mon sens. Et justement, j'ai une question également d'Olivier qui voudrait savoir comment vont être collectées les données du foyer. Est-ce que cette collecte va être compatible avec le RGPD? Très bonne question. Hortense, est-ce que tu veux les données répondre du foyer, oui, les données du foyer, elles sont collectées via le bandeau de consentement. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand un utilisateur dans le foyer donne son consentement, ça vaut du coup pour l'ensemble du foyer, donc avec les limites que ça représente. Donc c'est pour ça que ça reste vraiment des données qui ne sont pas individualisées. Donc c'est présence d'enfants au foyer, donc on n'est pas, on va pouvoir adresser une personne selon le consentement qui a été donné, mais qui correspondra finalement à l'ensemble du foyer, pas forcément à la personne à l'instant T qui va regarder la télévision. Donc c'est pour ça qu'on est assez nous prudents aussi dans cette granularité, dans ces capacités de ciblage. C'est que pour le moment on parle de données foyer que nous transmettent les opérateurs, plus que du données individuel d'un téléspectateur à l'instant T.
On a une autre question intéressante de Franck par rapport à l'achat justement, et peut-être que Olivier peut répondre à ça ou Mathieu, d'un son point de vue d'annonceur. Mais c'est vrai qu'il y a un changement entre la télévision linéaire et la télévision digitale, c'est qu'on passe d'un mode d'achat au GRP à un mode d'achat au CPM. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour les annonceurs comme Danone et pour les agences médias comme Mindshare? Alors, pour les agences, ça ne change pas grand-chose, puisqu'il y a déjà quand même énormément d'agences, nous c'est le cas chez Mindshare depuis plusieurs mois ou années, où les services d'achat télévision aujourd'hui sont des services d'achat screen, parce qu'au final, un annonceur, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une stratégie globale média screen au service de ces marques. Donc, les acheteurs télé aujourd'hui ont été convertis au CPM. Le CPM, c'est du coût pour 1000, c'est du coût du GRP traduit auprès de 1000 individus. Donc, quand on achète aujourd'hui déjà de la vidéo, que ce soit sur des réseaux, sur des services de replay, ce genre de choses, en termes de langage ou ce genre de choses, ça pose, entre guillemets, aucun souci dans le fait de s'adapter à cette nouvelle norme. Et pareil pour nous, c'est ce que je disais, enfin, du point de vue annonceur, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le point du trading, c'est comment on arrive à faire voilà, un reach sur les cibles qu'on souhaite aller chercher, les cibles qui seront plus précises, et du coup qui permettront encore une fois d'avoir un retour sur investissement qui est lui aussi plus précis. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on peut être dans des logiques beaucoup plus de masse en fonction des objectifs des marques. Mais en tout cas, dans un premier temps, il faut qu'on soit précis, qu'on aille chercher les tribus qui sont des gens les plus propices à convertir sur nos marques, entre guillemets. Donc, et sur l'achat en tant que tel, non, effectivement, les acheteurs en agence sont habitués déjà à acheter à la fois de la catch-up et aussi de la télé linéaire, voilà, et d'avoir une vision multiscreen. Donc, c'est juste la suite. Justement, la suite, c'est une question d'Amel qui est très bonne question. Alors, Amel a une double question par rapport à ces changements d'un passage d'un monde linéaire à un monde programmatique et digital. Est-ce qu'au niveau technologique, vu le nombre d'acteurs impliqués, les annonceurs, les régies, la RPP pour les clearances, les agences créa, est-ce que c'est facile à faire et que le calendrier va être tenu? Première question. Et deuxième, est-ce que la création, donc les agences de production, de post-production, sont prêtes? Alors, je vais me permettre de répondre à la première partie puisque c'est ce qu'on fait chez Pitch. Sur la partie conversion, livraison, interfaçage, on est prêt. On travaille avec la RPP, avec les régies et les diffuseurs. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas être plus compliqué qu'autre chose. Au contraire, ça va être plus simple que dans beaucoup de cas. Et maintenant, par rapport à la question, est-ce que la production et les métiers de production, de post-production sont prêts? Peut-être Guy, vous voulez répondre à ça. Est-ce que chez WNP, vous êtes prêt à multiplier les productions pour vos annonceurs? Nous, on a été créé sur un modèle intégré qui a tout de suite cumulé un certain nombre d'expertises, dont des expertises digitales. Donc, ça fait effectivement maintenant 8 à 9 ans que nous produisons toute forme de format, que ce soit le format télé classique, à une multitude de contenus digitaux quotidiens de temps en temps sur Facebook. Donc, en termes de qualité et de système de production, il n'y a pas de problème. Le vrai challenge aujourd'hui va être de continuer à maintenir un niveau de storytelling et de pouvoir de conviction des contenus qu'on va faire équivalent à celui d'un film télé classique. Donc ça, c'est plus de la création que de la production. Donc ça devrait être jouable en termes de production. Maintenant, il y a aussi des questions de format. Je pense que la plus grande partie des agences sont confrontées à ce sujet. Il peut y avoir quelques agences qui sont restées assez traditionnelles, mais je pense que c'est l'exception aujourd'hui sur le marché. D'accord. Alors, qui dit digital et qui dit télévision adressée dit aussi possiblement nouveaux formats en display, notamment des habillages qui peuvent être livrés, alors principalement sur les Smart TV. Hortense, est-ce que tu peux nous dire si c'est des choses qui vont être faites en France également, comme c'est le cas en Allemagne ou dans d'autres pays, ou alors est-ce qu'on va avoir juste de la substitution comme on le voit aujourd'hui en catch-up? Alors c'est vrai qu'en Allemagne, ils sont très en avance sur le marché à télé segmenté dans l'univers HbbTV avec ce format qu'on appelle le format L adressable, qui vient se superposer
sur un contenu programme avec une publicité finalement en display, hein, donc une publicité statique. Alors nous, chez M6, on a déjà fait pas mal de tests sur ce format-là depuis 3-4 ans avec Procter, avec Renault, enfin d'autres annonceurs. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus un frein culturel en France sur ce type de format qui est beaucoup plus développé en Allemagne, puisque là, on vient s'insérer dans le programme. Donc, ce qui est clair, c'est que nous, déjà, on a une vigilance chez nous de la part de la direction des programmes pour que ce ne soit pas intrusif, que le format ne soit pas diffusé voilà, trop longtemps. On restreint le nombre de secondes. Et puis, il faut que ce soit évidemment bien intégré aussi au contexte programme. Après, techniquement, aujourd'hui, on sait faire ce format, hein, on l'a prouvé. On a un partenaire technologique qui appartient à RTL Group, hein, dont on fait partie, qui s'appelle SmartClip, qui est présent en Allemagne. Donc, on utilise leur techno pour faire ces formats en France. Après, sur la substitution, c'est plutôt ça, je pense, qu'attendent aujourd'hui nos annonceurs quand on parle de télé segmentée, et c'est ce format qui techniquement est beaucoup plus compliqué avec les opérateurs. Donc on doit passer via Techno, mais sur la partie téléviseur connecté, on a aussi des discussions en cours avec SmartKeep et d'autres acteurs pour faire ces substitutions sur l'univers HbbTV. Et là, les réserves et les limites qu'on a aujourd'hui, c'est justement que ça se fasse à la seconde près, à la frame près. Aujourd'hui, il nous manque une technologie, un standard pour le faire. Mais voilà, on ne désespère pas d'avancer rapidement et de pouvoir proposer aussi ce format de substitution sur l'univers des télévisions connectées, où là, évidemment, en tant que chaîne de télé, on a beaucoup plus d'autonomie et on n'a pas besoin de passer par les opérateurs. Très bien, merci Hortense. Alors peut-être une dernière question avant de clôturer ce live. On a plusieurs questions autour des KPI justement et du ROI et du mesure de l'impact de la publicité qui a toujours été plus complexe sur des médias linéaires et qui est beaucoup plus simple sur les médias digitaux. Alors, quid de la télévision adressée? Comment vous anticipez ces KPI et cette mesure? Alors, cette question s'adresse un peu à vous tous, puisque vous êtes tous impactés par ça. Qui veut répondre? Moi, je peux juste commencer sur la mesure, parce qu'on a aujourd'hui, on n'a pas parlé, mais on a un enjeu, un chantier qui est important sur la mesure d'audience et notamment l'impact potentiel du remplacement de certains spots sur le média planning de la campagne qui est, elle, diffusée de façon traditionnelle. Donc là, évidemment, des groupes de travail ont eu lieu et continuent à avoir lieu entre le SMPTV, la FMM et la médiamétrie pour résoudre ces questions. Alors, au départ, on l'a dit, comme il y aura très peu de spots remplacés, en tout cas, ça correspondra à un parc qui est assez faible. L'impact sur les campagnes nationales sera voilà, marginal, mais évidemment, il faut anticiper cet impact quand la télévision segmentée va devenir beaucoup plus massive. Donc, on n'a pas encore la réponse aujourd'hui à l'heure où je vous parle, mais voilà, évidemment, des études sont en cours avec Médiamétrie. Après, sur l'impact et la performance des spots qui sont digitalisés, là aussi, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est évidemment un prérequis qui est hyper important. Et on y travaille, nous, côté chaîne de télévision, pour pouvoir donner et adresser ces KPIs aux annonceurs. Mathieu, Olivier, Guy, Mohamed, est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la suite d'Hortense sur ce point? Je dirais que par rapport à mon commentaire tout à l'heure sur l'opacité de la chaîne d'achat digital, il y a clairement un enjeu de clarté, de mesure des audiences réelles et de retour sur investissement du dollar investi. Combien atteint le consommateur? Ensuite, sur l'efficacité, je dirais, globale, il y a un mix contenu, audience, ciblage. Là, il y a actuellement des sujets en cours aux États-Unis. Je vais revenir sur Procter parce que ils ont pendant 2 années travaillé sur un sujet qui était établir des corrélations entre les critères d'engagement des réseaux sociaux et leur part de marché. Ils en ont trouvé aucune corrélation. Donc, à un moment donné, le vrai sujet, c'est les annonceurs qui passeront par la télé adressée, comme
par la télé classique sont des gens qui vont avoir une obligation concrète de résultats en termes de part de marché et de vente, et que on va assister, à mon avis, à la nécessité d'établir et de permettre des corrélations beaucoup plus directes entre ces deux facteurs. Ouais, l'idée, moi, je pense, pour rebondir là-dessus, c'est aussi de sortir un peu des KPI médias et donc plus avoir que une logique de GRP, mais aussi une logique de mesure business. En fait, c'est d'impact réel. Et le fait que la télé soit adressée, qu'on passe effectivement plutôt maintenant par des box, je pense que ça, on va gagner en finesse et du coup aussi en impact réel sur le business, comme on peut l'avoir aujourd'hui parfois aussi sur le digital. Donc, Ouais, moi, j'aimerais rebondir sur l'aspect transparence dans le digital. Il y a quand même aussi des initiatives qu'il nous faut souligner, comme le Trust ID, porté par la profession et notamment par EDI Pub, qui justement vise à identifier les campagnes au sein de la chaîne de valeur programmatique digitale et qui apporte déjà cette transparence qui est très attendue. Dans le marché. Donc, c'est des initiatives très importantes à soutenir et que nous soutenons à la RPP. Olivier, le mot de la fin? Alors, je ne sais pas si ce sera le mot de la fin, mais pour finir sur cette question, les KPI, déjà, on peut faire confiance à nos clients et annonceurs pour nous dire très rapidement si ça marche ou pas, si ça vend ou pas, si ça se connecte ou pas, parce que comme c'est du digital, il y a plein de choses qui vont être très lisibles assez rapidement. On va avoir des cas où ce sera un peu comme sur les marchés tests qu'on peut connaître sur Angers ou des zones un peu comme ça. Donc, ils vont très vite voir en sortie de caisse si quand il y a la nouvelle version de l'Actimel X ou Y qui est éventuellement activé sur une zone, si ça sort en caisse ou pas, ou on peut aussi imaginer des industries de services qui n'ont pas forcément des biens physiques à vendre, mais s'ils font de la télé adressée sur une certaine zone géographique, par exemple, avec les adresses IP et ce genre de choses, on va être capable de lire très vite aussi si ça remonte, si ça se connecte, s'il y a du devis de rempli ou ce genre de choses. Donc ça, sur les KPI d'efficacité, sur la capacité de l'ensemble des acteurs de la chaîne à lire quelque chose, ça se fera très vite. Très bien, Olivier. Je pense que ça va devoir être le mot de la fin, Olivier. Merci à toi. Il est 12h10. Merci beaucoup, Hortense. Merci, Olivier. Merci, Guy. Merci, Mohamed. Merci, Mathieu. On a été ravis de vous accueillir pour ce pitch live. Merci de votre temps. Vous êtes très occupés. Tout le monde, en tout cas, j'espère, un niveau d'activité qui a repris cette semaine. Merci en tout cas d'avoir pris le temps pour participer. La télévision adressée, c'est un enjeu important pour tous. J'espère qu'on vous aura apporté les bases, que vous comprenez tous mieux les enjeux, ce qu'on peut attendre ou pas de la télévision adressée. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction avec quelques questions par email. Je vous invite à y répondre. Ça nous permettra de mieux évaluer ce webinaire et les attentes du marché. Merci à tous et bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. merci, au revoir.